Regarde, là, il va faire le job. La conférence, elle va être animée par Philippe, qui est président de l'association, mais qui est aussi dirigeant de la société Aramis Group. Et il va nous parler de cybersécurité ce matin. Voilà, c'est bon. Donc je vais essayer en effet de vous parler un petit peu de cybersécurité. L'objectif, hein, c'est pas de donner un cours informatique aux gens ici présents, mais plus de vous sensibiliser en fait encore et encore sur ce nouveau fléau, on va dire, qui touche l'intégralité des entreprises. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de vous faire découvrir un petit peu ce que c'est, rentrer un peu plus dans le détail. Mon régisseur il en parle. Donc on va commencer avec un témoignage de la société Klestra Ozerman. Et on a le privilège d'avoir aujourd'hui avec nous Vincent Paul Petit, qui est donc maire de Seine-Port et président de Klestra Ozerman jusqu'en octobre 2022. Donc vous allez voir, on va passer une petite film qui présente un petit peu ce qui est arrivé à cette société l'an dernier. Et puis Vincent sera là pour répondre déjà à vos questions à la fin de cette petite présentation. Puis ensuite, on balayera en fait le panorama de la cybersécurité. Nous y verrons ensuite les différents types d'attaques. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce qui peut vous arriver. Les mesures préventives. Et enfin, on fera un petit point sur ce qu'il faut vraiment retenir. Alors, le témoignage, donc, la descente aux enfers de l'entreprise Klestra Ozerman. Klestra Ozerman, Vincent, si tu peux juste nous présenter un tout petit peu la société, parce que effectif, taille. Oui, bonjour à tous. Oui, donc Klestra Ozerman, c'est une société internationale, française, une grosse ETI, 700 personnes dans le monde, 150 millions de chiffre d'affaires, spécialisée donc dans l'aménagement de bureaux, de tertiaires, d'espaces tertiaires et de salles blanches, pour l'industrie pharmaceutique ou tous les process ou électroniques qui ont besoin d'environnement protégé, propre. Voilà, donc une entreprise dont le siège était basé à Strasbourg, avec des capitaux internationaux et avec des filiales partout dans le monde et une grosse unité industrielle à Strasbourg. Merci Vincent. Donc, je vais lancer le 1er mai dernier, au soir, le directeur des services informatiques de l'entreprise voulait faire une opération en VPN, donc depuis chez lui, et n'arrive pas à accéder au serveur. Un peu intrigué, il se déplace et observe qu'il ne peut toujours accéder à aucune information. Il pense à une coupure de courant qui aurait mis les serveurs en vrac, mais pas de rupture de courant. Il appelle alors notre prestataire informatique qui le rejoint. Nous sommes le dimanche au soir, 1er mai, qui le rejoint vers 20h30, 21h, pour constater avec lui que l'ensemble de nos serveurs sont cryptés et inaccessibles. Tout est crypté. C'est simple. Il n'y a plus de données informatiques accessibles sur l'ensemble de nos serveurs. Que les backups ont servi d'entrée à l'ensemble de nos systèmes, donc sont eux-mêmes totalement cryptés, comme nos serveurs principaux. Les 2 backups que nous avions, à un niveau normal de sécurité, étaient totalement inaccessibles. L'ensemble de nos systèmes était à l'arrêt, nous avions interdit l'accès. Le lendemain matin, nous sommes le lundi 2 mai, étaient renvoyés à leur domicile en chômage partiel, l'usine, la production, de 150 personnes environ, tous nos systèmes de bureaux d'études, la comptabilité, la paye, les plans et les bases commerciales, dans toutes leurs dimensions, techniques et commerciales, tout ça était inaccessible. Pour couvrir
couvrir l'ensemble de nos produits, il y a à peu près 60 000 plans. Nous ne pouvions plus rien produire, plus passer aucune instruction aux machines, qui étaient elles-mêmes cryptées. Notre chaîne, depuis la commande, depuis le devis, jusqu'à la réalisation des chantiers, en passant par l'étape de dessin, de validation des plans, de fabrication et de construction, était très numérisée et donc était totalement paralysée. Des équipes d'experts, de consultants ont été appelés à la rescousse dès le début de l'opération, dès le 10 premiers jours de mai. Pendant 7 semaines, tous les soirs, nous avions une cellule de crise 18 heures qui nous répétait inlassablement: on ne trouve pas le chemin. Quand le trouverez-vous? Nous ne savons pas. Le trouverez-vous? Nous pensons que oui, mais nous ne savons pas. Ça va vite, hein? On a perdu 20 millions en 2 mois et demi. Hein. Ça vous coûtera 85 000 €. Je dis bon, c'est pas cher. 86 000 €, on va payer. De façon assez surprenante, peu de réponses, beaucoup de temps dans les réponses. Donc on était dans une discussion non fluide, peu réactive. On va voir s'ils ont la clé au moins. Est-ce qu'on parle avec des interlocuteurs qui sont crédibles? Donc nous avons vite considéré que ces gens n'étaient pas sérieux, donc inutile de poursuivre. Et nous avons arrêté les négociations. L'honneur est sauf. L'entreprise moins, mais l'honneur est sauf, ce qui est déjà pas mal. Nous n'avons rien payé à ces pirates informatiques. Toutes les entreprises sont devenues très vulnérables. La question n'est pas de savoir si on va être attaqué ou pas. Beaucoup d'entreprises le seront. Même si les systèmes de protection sont solides. Voilà ce que nous avons vécu pendant 8 semaines, 7 à 8 semaines, ce qui est tout à fait évidemment déstabilisant, le mot est faible, tout à fait impressionnant, sidérant au sens propre du terme, et nous a laissé, pas complètement groggy, mais bien affaiblis. Je crois que l'ensemble des équipes ont été mobilisées pour essayer de produire à la main, à l'ancienne, en retrouvant des plans qu'il fallait dépoussiérer, reconfigurer les machines qui avaient été décryptées pour produire comme on pouvait, ce qu'on pouvait. C'était mal produit, beaucoup d'erreurs, ça nous occupait. Et pour produire à peu près 10% de notre niveau de production normal pendant 3 mois à peu près. Il faut comprendre qu'on n'avait pas de système de comptabilité, pas de système de paye, qu'on faisait des avances sur paye, pas de système de comptabilité qui nous permettrait de comprendre notre état des comptes fournisseurs, comptes clients, notre trésorerie. Alors, la trésorerie, on voyait les comptes en banque, mais c'est tout. Aucune idée de ce qu'on aurait à payer bientôt, aucune idée de la difficulté financière dans laquelle on se trouvait. Et donc la possibilité même de demander à nos actionnaires ou à des partenaires publics de quoi on a besoin, ou à nos banquiers, parce que nous ne le savions pas. On s'est aperçu qu'on était dans le mur d'un point de vue financier, puisqu'il avait fallu payer nos fournisseurs. Pratiquement l'ensemble de nos comptes fournisseurs passifs a été payé, et à l'actif, on avait un compte client qui diminuait fortement, ne pouvant pas facturer nos clients. Donc le sujet est simple à comprendre, plus faire face à l'ensemble des frais généraux. Nous avons consommé beaucoup d'argent, probablement une vingtaine de millions d'euros. Donc le 15 juillet, nous étions à peu près convaincus. On avait fait quelques prévisions de trésorerie sur un coin de table, à l'ancienne, pour être tout à fait convaincus que nous ne pourrions pas passer. Et donc la sagesse était de déposer le bilan pour bloquer la trésorerie, la situation de trésorerie, aider l'entreprise à surmonter cette difficulté de trésorerie à un moment où nous savions que nous avions récupéré nos informations. Alors, les informations, on les a récupérées en date du 30 avril. Et donc, tout ce qui s'était passé
en 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, il a fallu alimenter nos bases d'informations à la main de tous les événements qui s'étaient passés pendant cette période. Encore à nouveau un gros travail, qui nous a empêché par exemple de sortir des comptes au 30 juin, obligation légale que nous avions vis-à-vis de notre actionnaire qui est coté en bourse. Le mois de septembre, les bénéficiaires, on a retrouvé une situation à peu près normale. Par contre, évidemment, les actionnaires, les banquiers ont perdu à peu près tout ce qu'ils avaient mis dans l'entreprise. L'informatique, ce n'est plus, et c'est ça qui change certainement, ce n'est plus une question du directeur des services d'information. C'est une question de la direction générale. Et le risque informatique est une question de direction générale. Alors oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire. On aurait pu avoir une copie hard tous les jours. C'était un coût, allez mettre le 10 000 €. Pas cher par rapport à l'étendue des dégâts. En tout cas, c'est ce que dit mon directeur des services informatiques aujourd'hui, qui lui a beaucoup souffert, vous l'imaginez. Des experts avec lesquels on travaillait, parce que l'entreprise est assez ouverte, on prend les avis, nous disaient non, le niveau de sécurité est normal par rapport au risque qui est le vôtre. Il faut évaluer son risque et évaluer son niveau de protection en permanence. Mais c'est aussi, ça passe par changer les codes en permanence et faire de cet outil bienveillant un outil de risque, un lieu de risque. Et ce qui est assez traumatisant pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Envoyer un message, aller sur le web, communiquer entre nous est quand même quelque chose, un outil extraordinaire. Aujourd'hui, si on doit changer son code d'accès tous les mois, et qu'il ait 15 caractères, tout ce que vous imaginez comme complexité, ça fait de cet outil un ennemi. Et donc on est peut-être assez attentif à ne pas faire ça, mais peut-être trop, peut-être devenait trop simple de rentrer dans notre système. Le code qui n'a jamais été changé. Il y a malheureusement la nécessité de se préparer à cet événement et d'avoir ce plan d'action qui soit prêt, qui soit à jour. Il ne faut pas renoncer à la numérisation, ça je ne crois pas. Mais en tout cas, il faut se préparer à l'attaque. Voilà, donc un témoignage, Vincent, tu peux éventuellement, si vous avez quelques questions, Vincent peut répondre à vos questions avant de continuer, parce que je sais qu'il a des contraintes ensuite. Oui, j'ai une question par rapport à votre client, parce que souvent, les entreprises victimes d'une cyberattaque, ils ont ce qu'on appelle un dommage réputationnel vis-à-vis de leurs clients qui n'ont plus confiance en eux. Et comment ont réagi vos clients par rapport à cette cyberattaque? Alors, il y a plusieurs phases. Les premiers jours, beaucoup de bienveillance. Nous, on fait des chantiers, donc notre usine alimentait des chantiers. Et on les avait des équipes qui faisaient des constructions. Bon, 8 jours, 15 jours. Au bout de 15 jours, ils disent, bon, ok, on a compris, mais c'est quand? Quand est-ce qu'on va être livré? Quand est-ce que vous finissez le chantier? Parce que nos collaborateurs doivent s'installer. Le problème, c'est qu'on ne savait pas. Donc là, ça devient un peu plus tendu. Au bout d'un mois, on commence à avoir du papier d'avocat. D'accord? Et puis, au bout de 2 mois, on produit 10% de ce qu'on peut faire pour traiter les urgences. On avait un risque majeur en Espagne, à Madrid, sur un chantier là, pour L'Oréal. Donc voilà, le directeur immobilier que je connais bien me téléphonait tous les 2 jours en disant « mais t'en es où? Est-ce que tu dois expédier ?» etc. Donc là, on gère la panique. On gère un peu la crise profonde. Et alors, à moyen terme, beaucoup de clients nous ont dit, écoutez, on vous passera la commande dès que vous nous confirmez que ça va mieux. Donc la difficulté de communiquer d'ailleurs. On n'a pas communiqué. On a communiqué quand on a retrouvé nos informations. Quand on était sûr de retrouver nos informations fin juin. D'accord? Après, il nous a fallu encore 1 mois et demi pour remettre toutes nos bases à jour. Mais on a fini par retrouver nos informations. Et donc là, on a dit, la machine va repartir. Il y a encore une question de temps. Mais la machine va repartir, elle est bien repartie jusqu'au mois de septembre, on était à peu près en phase. Et c'est vrai que le carnet de commandes avait baissé fortement. Et moi j'ai passé la main maintenant à un autre investisseur, parce que notre entreprise a intéressé évidemment des investisseurs nouveaux.
ils sont en train de gérer ça. On avait préparé tout un plan de communication, de sortie de crise, pour expliquer aux clients. Je crois que c'est important. A priori, les gens seront bienveillants, enfin tout le monde est bienveillant, hein, quand on n'est pas trop gêné par ce qui arrive. Quand on commence à être très gêné, hein, parce qu'on ne peut pas faire le déménagement qu'on a prévu, et qu'on est obligé de payer double loyer, enfin vous voyez ce genre de situation, hein, il y a forcément une tension qui monte, quoi, pour tout le monde, c'est bien compréhensible. Donc il faut communiquer, bien communiquer, pas trop, de façon très organisée, comme dans toute crise d'ailleurs, ça c'est un principe de communication, dans toute crise il faut vraiment être très pro hein, sur la communication. Mais oui, ça laisse des traces, bien sûr, ça laisse des traces. Une autre question? Je suis toujours un peu long dans les réponses. On va continuer, puis après, de toute façon, il y aura un petit moment pour les questions à la fin de la présentation. Merci bien. Donc le panorama, définition, chiffres, donc tendance de la cybersécurité. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'une cyberattaque? Donc la définition, une cyberattaque, hein, c'est un piratage informatique qui est un acte qui est organisé et prémédité. La cible, ben, ça touche aujourd'hui toutes les entreprises. On entend beaucoup trop souvent des TPE, voire même des indépendants nous dire « Oh ben moi je suis pas touché par ce problème, je suis trop petit, on ne s'intéressera pas à moi ». C'est une erreur, c'est une grossière erreur, puisque aujourd'hui, vous pouvez être attaqué par des robots hein, qui vont essayer d'entrer partout où ils le peuvent et qui ne vont pas forcément cibler votre entreprise de départ. Ils ciblent toutes les entreprises dans lesquelles on peut rentrer. L'objectif, ben, c'est de porter atteinte à votre organisation, votre système informatique, en s'infiltrant au travers de failles de sécurité. Alors, quelques statistiques alarmantes. Donc, il faut 6 mois pour détecter une violation de données. Parfois, vous êtes piraté, vous ne le savez pas, vous ne l'apercevez pas. Je ne sais pas si dans la salle, des gens ont déjà eu des soucis de mail, des mails bizarres envoyés à vos clients qui ne venaient pas de vous. Ben, clairement, typiquement, ça, vous êtes victime d'une cyberattaque. Et c'est ce qu'on appelle l'usurpation de mail. Voilà. 60% des victimes sont des PME. Vous voyez, quand on dit non, ça ne touche que les grosses structures, c'est une erreur. 60% des victimes, ce sont des PME. 91% des attaques sont lancées par un courriel de phishing. On verra ce que c'est après. 95% de toutes les violations de cybersécurité sont causées par une erreur humaine. Donc sachez qu'on est pour beaucoup dans en fait, le fait de devenir victime. 14 secondes, c'est le nombre d'entreprises victimes d'un ransomware dans le monde. Toutes les 14 secondes, vous avez une société victime d'un ransomware. Et enfin, plus d'une entreprise sur 2 a été attaquée en France déjà. Je ne sais pas si on peut faire un petit sondage. Qui a déjà été victime d'une cyberattaque ou pense l'avoir été? Voilà, vous voyez, les mains se lèvent. Et là, on parle des gens qui en sont conscients. Et puis après, il y a tous ceux qui ne sont même pas conscients, mais qui ont été victimes de cyberattaques. Alors les conséquences, ben, il y a 2 tiers des TPE qui fermeront leurs portes dans 6 mois après une cyberattaque. Vincent, c'était pas une TPE, mais vous voyez, c'est le résultat que ça a donné. 58% des attaques viennent aujourd'hui des mobiles. Donc attention, on pense toujours que les attaques, c'est par le biais de l'informatique, mais pas que. Aujourd'hui, vos téléphones portables, c'est des véritables PC au niveau de performance et tout ce qu'ils peuvent faire. Vous faites tout avec, et donc vous pouvez être attaqué par vos mobiles. 47% des télétravailleurs se font piéger par le phishing. Ouais, ça, c'est un peu logique. Si l'entreprise ne s'est pas préparée, eh bien, vous êtes moins sécure lorsque vous travaillez de la maison. Et enfin, ça, c'est un chiffre qui est quand même alarmant. En 2030, 50% de la délinquance sera attribuée à la cybersécurité. Donc, c'est quand même quelque chose de... Et 2030, c'est demain. Alors, les différents types d'attaques. Donc là, je vais vous présenter rapidement les attaques les plus connues. Le phishing, je vais parler tout à l'heure, qui en français se dit aussi hameçonnage. La technique, c'est quoi? Vous avez un hacker qui vous envoie un mail. Donc, vous allez ouvrir le mail parce que, bien entendu, le mail est un mail camouflé. Hein. Vous allez recevoir un faux mail de Free, un faux mail de France Télécom, d'EDF, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous allez ouvrir ce mail pensant que la pièce jointe
ou le lien sur lequel on vous demande de cliquer pour mettre à jour vos coordonnées, eh bien, c'est bien EDF qui vous l'envoie, ou Enedis, pardon, EDF, ça fait un peu vieillot. Voilà, et puis vous allez, sans vous apercevoir, introduire donc un ransomware dans votre système informatique. Voilà, donc le hacker, après, derrière, va collecter vos données, ou alors vous bloquez vos données pour après récupérer les rançons. Voilà, donc le but, hein, le but recherché, c'est des vols d'informations où l'objectif, c'est de récupérer de l'argent ou pirater. Le rançon logiciel, le ransomware, c'est ce qui est arrivé à la société Clestra-Ozerman. C'est pour moi la plus virulente des attaques possibles et imaginables, puisque vous partez un vendredi soir, tout fonctionne, et puis le lundi matin, quand vous arrivez au bureau, tout est crypté et vous n'avez plus accès à rien, mais rien du tout. Les dégâts, si vous n'êtes pas bien équipé en termes de sauvegarde, c'est aussi important que si vous avez eu un incendie. Le résultat est le même. Vous n'avez plus rien du tout. Donc, c'est le principe. Donc, le hacker, il agit généralement sur des périodes qu'on peut observer, qui sont plutôt des périodes de bureau. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant les heures de bureau, vous risquez de vous en apercevoir et de limiter les dégâts. Par contre, si c'est un vendredi soir, que le crypto rentre dans votre système informatique, il a 48 heures pour tout crypter. Donc là, forcément, personne ne s'en aperçoit. Et quand vous rentrez, c'est trop tard. Tout est crypté. Et donc là, il n'y a plus qu'une solution. Soit vous payez la rançon, sachant que la certitude de récupérer vos données, elle n'existe pas. Il y a des tests qui sont faits parfois où les sociétés demandent aux hackers de bien vouloir leur libérer 2-3 mails, enfin fichiers au hasard, pour voir si réellement ils sont capables de vous décrypter. Et Vincent il le disait tout à l'heure, parfois la réponse n'est pas très claire, ou ils ne sont pas capables de vous fournir ce résultat. Et donc, bien souvent, on ne paye pas la rançon. Hein, l'hôpital sud-francilien, vous avez tous entendu parler, c'était l'été dernier, ils ont refusé de payer la rançon. Voilà. Donc derrière, bien entendu, si vous ne payez pas la rançon, il faudra récupérer vos données. Il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est avec une sauvegarde, mais une vraie sauvegarde de qualité. Alors, l'ingénierie sociale, cette fois-ci, il y a 3 possibilités. La fraude au président, la fraude aux faux techniciens et la fraude aux faux fournisseurs. Donc, vous verrez, vous avez peut-être déjà été victime, ou en tout cas, vous allez rapidement comprendre un peu comment ça fonctionne. On va démarrer avec l'arnaque au président. Donc la fraude au président, comment ça se passe? Vous avez donc l'escroc qui va collecter un maximum d'informations sur votre entreprise afin de bien la connaître. Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas une attaque au hasard, vous êtes réellement ciblé. Et l'escroc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir sur société.com qui vous êtes, comment vous appelez, quel âge vous avez, pas mal d'informations. Il va aller sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des gens qui publient l'intégralité de leur vie et de la vie de l'entreprise sur les réseaux. Donc pour les hackers, c'est extraordinaire parce qu'ils ont tout sous la main. Ils ont même parfois le nom des personnes à la comptabilité, des personnes à la paie. Enfin voilà, ils peuvent récupérer un maximum d'informations ou sur le site web. Parfois, vous mettez votre organigramme de la société. Ça, c'est extraordinaire pour eux. Ils savent qui paye, qui est pas. C'est magique. Donc, ils vont récupérer un maximum d'informations. Derrière, il va se faire passer pour le dirigeant. Auprès bien sûr de cibles qu'ils auront définies. Il va ensuite faire ça en mettant un peu de pression aux collaborateurs. Alors souvent ils vont opérer le week-end, enfin pas le week-end, pardon, pendant les vacances scolaires ou les veilles de pont ou en fin de mois lorsque les gens sont vraiment très chargés avec la paye et pour les mettre dans une situation un petit peu d'instabilité. Et puis, ils vont se faire virer une somme, X ou Y, voilà, en prétextant qu'ils sont le président. Il faut savoir que ça existe. Certains escrocs sont capables de copier la voix du président ou du patron au travers comment dirais-je, sur vos téléphones portables, de messagerie. Voilà. Ils vont pirater votre messagerie, récupérer votre voix, la transformer, faire des phrases avec cette voix. Et ils vont ensuite se faire passer pour vous, avec une bande préenregistrée, et demander à votre service comptable, au paye,
d'émettre un virement sur tel compte pour telle société. Voilà. Et ça marche. La deuxième fraude, c'est au faux support technique. Alors là, la technique, elle est simple. Hein. Le cybercriminel va se faire passer pour une société d'informatique qui est votre support et il va vous demander de prendre la main sur votre poste. Voilà. Alors sachez que normalement, quand vous êtes en panne, c'est vous qui avez plutôt le support informatique pour leur demander s'ils veulent bien prendre la main. Et c'est rarement l'inverse. Ça peut arriver, hein, votre société informatique peut avoir besoin de faire des mises à jour, mais normalement, elle devrait au moins vous l'annoncer avant d'agir de la sorte. Donc le but recherché, c'est de rentrer dans votre système informatique une fois de plus pour voler de l'argent. Donc comment réagir? Surtout pas répondre à un cybercriminel, bien entendu, ça me paraît logique. Coupez-lui immédiatement l'accès, parce que généralement il va vous demander de prendre l'accès sur votre poste avec un outil TeamViewer. Donc il faut couper le TeamViewer immédiatement si vous avez le moindre doute. Conservez toutes les preuves, redémarrer votre poste. Ça aussi c'est une bonne solution pour mettre fin à son agissement et faire une opposition à la banque, bien entendu, s'ils ont réussi à vous escroquer de l'argent. Voilà, avec l'aide du service informatique, après on aura d'autres choses à faire, comme purger le cache, désinstaller tous les programmes qui auraient été installés et faire une analyse antivirus. Voilà, donc n'oubliez surtout pas qu'un service technique officiel ne vous contactera jamais de lui-même, en plus pour vous réclamer de l'argent. Et la fraude aux faux fournisseurs, celle-là, je trouve qu'elle est assez facile à mettre en œuvre pour un cybercriminel. Pareil, il se sera bien renseigné sur vous et il va en fait réussir à deviner avec quel fournisseur vous pourriez travailler. Et il va vous envoyer un mail en vous demandant de changer leurs coordonnées bancaires. Et il vous présente leur nouveau RIB. Voilà. Dans l'informatique, on travaille tous avec TechData, qui est le plus gros grossiste en France. Très facile de pirater une boîte informatique en faisant passer pour TechData. Voilà. Vous appelez n'importe quelle boîte informatique, vous dites je suis TechData, 9 sur 10, il travaille avec TechData. Et derrière, vous lui dites, voilà, je vous envoie un nouveau RIB, merci de faire le prochain virement sur mon RIB, et c'est parti. Voilà, c'est la troisième fraude en ingénierie sociale. Alors, il n'y a pas de miracle sur cette solution, c'est vrai que ce qui est important, c'est de mettre en place les bonnes pratiques. Alors, vous voyez, il y a une technique qui n'est pas mauvaise. Quand vous avez l'habitude de travailler avec votre service comptabilité ou quoi, chez nous, on a fixé une règle. Si jamais je demande à la personne en charge des règlements d'émettre un règlement, comme je suis en congé ou je suis absent du bureau, et que le montant est une somme qui dépasse 2 000 euros ou 3 000 euros, elle doit me demander un code. Voilà. Et si je ne peux pas lui donner ce code, c'est que c'est pas bon. Il faut savoir que vous verrez, dans les usurpations d'identité, on est capable de se faire passer pour Philippe Bock, voilà, et je peux vous envoyer un mail avec votre nom, prénom, c'est très très facile à faire aujourd'hui. Et donc, voilà, une bonne méthode, c'est ça. C'est de fixer entre vous un code secret et dire, voilà, ok, je dois émettre le virement, pas de problème, est-ce que vous pouvez me donner le code? Alors, les mesures préventives. Donc, rappelez à vos collaborateurs la nécessité d'avoir un usage prudent des réseaux sociaux et privés et pro. Alerter sur l'importance de ne pas divulguer d'informations aussi au téléphone, parce qu'une standardiste un peu bavarde, elle pourrait être menée à en dire un peu trop à un inconnu. Sensibiliser l'ensemble d'employés des services comptables, trésoriers, standards, donc ça on l'a vu, sur ce type d'escroquerie, pour qu'ils sachent que ça existe. Accentuer la vigilance, comme je vous l'ai dit, sur les périodes à risque, congés scolaires, jours fériés, fin de mois. Et instaurer des procédures de vérification et signatures multiples pour les paiements, ça, on le fait déjà pas mal avec les banques notamment. Et bâtir une culture du risque au sein de notre entreprise. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler et bien sensibiliser vos collaborateurs. L'intrusion dans le système d'information, on va faire assez simple. Il y a plusieurs techniques pour rentrer dans votre système d'information. On l'a vu, ça peut être vous donner la main à un faux technicien. Mais l'objectif, c'est d'altérer le fonctionnement, d'espionner et de vous voler des données, qui peuvent être après revendues ou autres. L'origine, c'est très souvent une erreur humaine.
des mises à jour que vous n'avez pas effectuées. Donc, en réalité, les mises à jour, hein, c'est pour combler des failles de sécurité. Donc, quand on vous demande de faire des mises à jour, c'est vraiment nécessaire, il faut les faire. Notamment ce week-end, une très grosse plateforme américaine de téléphonie a été attaquée en cyber. Et là, l'objectif, c'était de passer par cette plateforme pour atteindre vos clients. Donc là, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants. Et vous voyez, maintenant, ils passent par la téléphonie, ils passent par les copieurs, ils passent par... toutes les solutions sont bonnes. Visite d'un site corrompu, attention, tous les sites internet ne sont pas fiables. Méfiez-vous. Et surtout quand il y a des liens sur lesquels il faut cliquer, attention. Et voilà, quand vous vous connectez sur un réseau Wi-Fi qui n'est pas connu, pas sécurisé, SNCF ou quoi, je vous conseille de faire ce qu'on fait là en ce moment, c'est un partage de connexion avec un téléphone portable plutôt que de vous mettre sur un Wi-Fi public. Alors, bien sûr, les mesures préventives, ne communiquez jamais d'informations sensibles par téléphone, d'accord? N'ouvrez pas les courriels ou les pièces jointes sans être sûr de l'origine. Ça, vous avez une technique, hein, vous regardez quand vous recevez un mail avec une pièce jointe, allez vérifier que le mail est bien cohérent. Hein. Si c'est, je dis n'importe quoi, free.fr qui vous écrit, si vous avez une adresse où il y a free, mais après derrière des slash et puis des infos autres, diverses, c'est pas clair, ne l'ouvrez pas. Hein, il vaut mieux à la rigueur, parce que là, après free, leur demander si c'est bien eux qui vous envoie le message. Suivant. Si quand le site internet le permet, la double authentification, ça c'est vraiment le must. Vous recevez un code sur votre téléphone portable. Éteignez vos machines le soir et le week-end. Beaucoup de collaborateurs partent le week-end, ils laissent leur poste allumé. Hein, donc quand le poste est allumé, on peut prendre le contrôle à distance pour faire plein de choses. Donc éteignez bien vos machines le soir et le week-end. Et mener des actions de sensibilisation, ça c'est presque le point numéro 1 à observer. Il faut que vous sensibilisiez vos équipes au travers de formations. Il existe des formations sur la sensibilisation à la cybersécurité, toutes les bonnes pratiques qu'il faut faire, pas faire, comment ça marche. Surtout n'hésitez pas à le faire, il existe même des outils pour s'amuser à tester le comportement de vos utilisateurs. Voilà, on envoie, en fait on se fait passer pour des cyberattaquants, on vous envoie une fausse attaque. Et après on va mesurer les résultats et voir un petit peu, et vous verrez, vous serez surpris, c'est assez drôle. Et là, ils vous donnent tout, leur carte bleue, les numéros, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est assez marrant. Mesures préventives, après derrière, avec votre service informatique, la règle numéro 1, et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est la sauvegarde. Dans la cyber, on peut prévenir et guérir. Prévenir, il y a plein de solutions et bien sûr, je vous invite à vous rapprocher de votre prestataire informatique pour qu'il soit capable de vous apporter toutes les solutions possibles pour prévenir ce risque. Mais par contre, guérir, je dirais que c'est obligatoire. Si vous n'avez pas une vraie sauvegarde, mais une vraie sauvegarde, parce que là autour de la table, je suis sûr que certains le font, parce que de toute façon, c'est encore 80% des réponses des TPE. Oui, j'ai une sauvegarde, j'ai un disque dur externe. Oui, j'ai une sauvegarde, je mets sur ma clé USB. Ou alors, j'ai un NAS sur lequel j'envoie tout, donc je suis sauvegardé. C'est faux, archi faux, c'est pas de la sauvegarde, c'est la copie de fichier. Et sachez qu'un crypto qui va rentrer dans notre service, système d'information, il cryptera tout, y compris les NAS. D'accord? Les NAS, c'est une petite boîte dans laquelle il y a plusieurs disques. Et on vous dit, il n'y a aucun risque parce que les disques sont en miroir. C'est une erreur. En fait, un vrai système de sauvegarde, il est lui-même crypté. Et quand il est dans votre réseau informatique, si vous avez un crypto-locker, il ne pourra pas crypter votre sauvegarde. Donc attention, moi si j'ai un conseil à vous donner, lésinez sur tout ce que vous voulez, mais pas sur la sauvegarde. Voilà, appliquer les mises à jour régulières, ça c'est important. Et il y a un point dont a parlé Vincent et qui est super important, parce que ça saoule tout le monde, c'est les mots de passe à changer régulièrement avec 12 à 15 caractères, des caractères spéciaux, donc il faut en fait des mots de passe à identification forte, et ça, bien entendu, ça saoule tout le monde. Voilà. Alors, pourquoi? C'est impossible à retenir quasiment. Donc il existe aujourd'hui des petits outils, vous en avez un gratuit qui s'appelle KeePass, vous pouvez le noter. KeePass, c'est un outil qui vous permet gratuitement
de stocker tous vos mots de passe. Ce qui vous permet de mettre des mots de passe assez forts, avec des sécurités assez fortes, et de ne pas avoir besoin de les connaître par cœur, parce que ça pourrait être compliqué. Mais ne mettez pas le prénom de mon enfant, sa date de naissance, le nom de ma femme, voilà, ça c'est super, mais c'est on peut faire le plus lettre. Alors, à retenir, sensibiliser vos collaborateurs à ce que je vous dis, c'est le point numéro 1. Ensuite, les cyberattaques, retenez-le bien, ça n'arrive pas qu'aux autres, même les indépendants, si on a autour de cette table, vous êtes aussi des potentielles victimes. Toutes les données sont convoitées, quelles qu'elles soient. Mettre en place la stratégie Zero Trust, ça veut dire je fais confiance en rien et en personne. Voilà, d'accord? Donc, je vous donne un exemple. Beaucoup de personnes peuvent avoir leur application métier qui est en ce qu'on appelle en SaaS, c'est-à-dire chez l'éditeur directement, et vous vous connectez avec juste une page web. Hein, ça, de plus en plus, c'est fréquent. Méfiez-vous. Est-ce que vous êtes sûr que votre éditeur ne court aucun risque? Parce que parfois, vous donnez toutes les clés de la maison. C'est-à-dire que demain, cet éditeur il se fait crypter, il perd les données, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Et ça, on n'y pense pas. Donc vous voyez, nous, chez nous, on a notre CRM est hébergé chez un éditeur. J'ai exigé qu'on puisse faire une copie de notre base tous les soirs, qui est sauvegardée sur notre système de sauvegarde. Donc ça nous coûte, je crois, 49 € par mois. Mais tant pis, on paye les 49 € par mois, mais il est hors de question que je mette les clés de mon entreprise dans les mains d'une personne que je connais à peine et qui je ne sais pas réellement ce qu'il va faire, ce qu'il va être en mesure de faire. Donc voilà, vous avez confiance en personne, c'est la règle numéro 1. Et je vous dis, voilà, moi quand j'écoute le témoignage de Vincent, c'est pour ça que j'ai voulu démarrer la convention, avec la conférence avec ce témoignage. Moi, ça me fait froid dans le dos. Je pense que vous êtes tous des patrons autour de la table. Enfin, une boîte comme ça, avec 400 personnes à l'époque, qui réalise 70 millions de chiffre d'affaires, qui dépose le bilan en 2 mois, et c'est effrayant, quoi. Pour certains patrons autour de la table, c'est une vie de boulot. Vous avez consacré toute votre vie à faire évoluer votre entreprise, et vous perdez tout, parce que, excusez-moi du terme, je ne peux pas le dire, on est en public, mais des couillons, on va dire, sont venus vous crypter vos données. Donc, voilà. Moi, je pense que des fois, il y a des règles à définir, mais la sauvegarde, pour moi, ça devrait être pour vous la chose la plus importante et la numéro 1 dans les investissements que vous allez faire en informatique. Être impliqué et bien accompagné, pour moi, ça. Voilà. Et pensez à contracter une cyberassurance. Alors, nos amis assureurs et banquiers, il y en a dans la salle, vous proposent une cyberassurance, faites-le, parce que on a accompagné des sociétés qui avaient été cryptées, qui ont fait appel à des experts donc, pour sortir de ces situations. En moyenne, une petite boîte, c'est à peu près 50 à 70 000 €. Hein, le coût de cette cyberattaque, sans compter la perte d'exploitation. Je vous parle juste des chèques à émettre pour remettre en place votre système. Donc voilà, ça vaut le coup d'être accompagné par un assureur ou un banquier qui vous offre cette cyberassurance. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Est-ce qu'une sauvegarde dans le cloud, vous avez une meilleure protection? Alors, la sauvegarde dans le cloud est une bonne protection, c'est pas un problème. Si on parle bien de sauvegarde. Attention, quand vous mettez vos données dans OneDrive ou dans un autre outil du genre, ce n'est pas de la sauvegarde, c'est du stockage de données. Donc ça, attention. Par contre, après, un véritable système de sauvegarde dans le cloud, c'est très bien. Ça a un inconvénient, c'est le jour où vous avez besoin de redescendre vos données, ça va être un peu plus long, ça va dépendre de la taille de votre clé Internet pour avoir le temps de récupérer vos données. Donc c'est vrai, quand vous avez un système, vous avez une appliance de sauvegarde en local et vous externalisez en cloud, c'est le must parce que là, vous êtes à la fois réactif si vous voulez récupérer les données et ce qui est très important dans le cloud, c'est surtout l'externalisation de vos données. Hein, demain, si vous avez un incendie, vous perdez tout. Donc il faut absolument que vous ayez une externalisation de votre sauvegarde.
OVH a eu des incendies aussi, elle a perdu beaucoup de données. Oui. Bon, OVH n'était pas le data center le plus connu peut-être parce que très grand public, mais pas le plus sécure. Il n'était pas aux normes, c'était... Il y a plein qui avaient stocké chez eux. Mais oui. Mais alors ça, souvent, on prévient les gens, hein, faut toujours vous dire que quand c'est pas cher du tout, ou même 10 fois moins cher, c'est qu'il y a un problème. Hein, on ne peut pas fournir le même service, forcément, si vous mettez 10 euros ou 100 euros sur la table. Et c'était le problème. Alors, souvent, malheureusement, il y a des gens qui attendent, ils le savent, ils n'ont pas envie d'entendre, ils attendent l'accident pour mettre en place les moyens. Et vous voyez, Vincent l'a dit tout à l'heure, on leur avait proposé une solution à 10 000 euros. Bon, 10 000 euros, ça peut paraître énorme, mais quand vous voyez les dégâts au final, je pense qu'ils les auraient payés 25 fois les 10 000 euros, mais trop tard. Voilà, donc faites attention à ça. Au sujet des sauvegardes, on ne reconnaît pas la validité. Est-ce que ces sauvegardes est bonne? Il faudrait aussi insister sur le fait que de temps en temps, ces sauvegardes, il faut les tester. Parce que j'ai des clients effectivement qui ont sauvegardé, ont fait des sauvegardes pourries, qui ont cru pouvoir redémarrer avec des sauvegardes non validées. Donc aussi de tester la sauvegarde, c'est aussi un point aussi important que faire la sauvegarde. Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est l'exemple du disque dur externe. Les gens me disent, ben moi c'est bon, j'ai une sauvegarde, je mets tout sur mon disque dur externe. Personne ici dans la salle peut jurer ne jamais avoir eu de problème de disque dur externe qui, le jour où vous avez besoin de réutiliser, ne fonctionne plus. Hein, ça arrive très régulièrement. Donc une bonne sauvegarde, bien entendu, elle doit être restaurable et vous devez le tester. Voilà. Alors aujourd'hui, les nouveaux systèmes de sauvegarde, on est capable de restaurer un fichier OML dans la minute qui suit, donc les tests de restauration sont effectifs très facilement. Avant, quand vous étiez sur des sauvegardes sur bande, il nous fallait 4 ou 5 heures pour restaurer donc personne ne le faisait. Voilà, c'était cher, les gens disaient c'est bon, ça marchera. Alors, quand ça marche, c'est bien, mais des fois, ça vous fait des surfroids, même pour le service informatique. Parce que, comme nous l'a expliqué Vincent tout à l'heure, le DSI, dans ce cas de figure, il suit des gouttes grosses comme le poing. Tant qu'il n'est pas sûr d'avoir récupéré les données, il n'est pas bien. Et généralement, c'est celui qui saute. Hein. Le problème, c'est le premier qui saute. Je voudrais... Oui, ça va. Je voudrais compléter un tout petit peu, si tu me permets. Alors, moi, je ne suis pas technicien comme Philippe, donc tout ce qu'il a dit, évidemment, est fondamental. Moi, ce que je vous dis, c'est plus comme patron que j'étais dans cette petite entreprise. Qu'est-ce qu'on a découvert? D'abord, la cybersécurité, on n'est qu'au début d'une histoire, je pense. Hein. Vous voyez que Thales, champion de la cybersécurité, a été hacké. Les gens sont rentrés dans le système de Thales, hein, qui est le numéro 1 français de la cybersécurité. Donc personne ne peut échapper complètement. Donc, il y a des amortisseurs pour les sauvegardes. Mais une sauvegarde peut être elle-même cryptée. Donc jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'on fait un mois à l'avance. Les gens qui sont rentrés là chez Clestra, ils sont rentrés 12 jours avant l'attaque. Vous avez eu le temps de tout explorer notre système, notre façon dont on faisait nos sauvegardes, comment envoyer des repères dans nos sauvegardes pour que ces repères, je ne connais pas les mots techniques, se déclenchent et cryptent l'ensemble des informations dès qu'ils auraient été déclenchés par l'attaque qu'ils ont fait le 1er mai. Donc, le sujet est d'une complexité inouïe. Je crois, en ce qui me concerne, que... Alors, il se trouve que je suis conseiller départemental, 3 mois après, ça arrivait au conseil départemental de Seine-et-Marne, tout crypté. Bon, je dois être le chat noir dans tout ça, ou la mafia russe, parce que c'est la mafia russe qui est derrière, hein, ça c'est pas clair, mais c'est Lockbit 3, bien connu des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, mais c'est le GIGN qui a négocié pour nous. D'accord? Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on le fasse? J'ai dit, bon, très bien, je ne vais pas trop discuter avec la mafia russe. Donc c'est eux qui ont négocié pour nous. On leur donnait des instructions, mais pour nous dire à la fin, mais de toute façon, ils veulent rien, ils veulent votre mort, c'est tout. Donc ils ont cherché ce qu'on avait des ennemis. Est-ce que des cadres un peu techniciens qu'on avait virés et qui nous en voudraient? Enfin, bon, on n'avait pas d'ennemis plus que normal, quoi. Donc ils n'ont rien trouvé, ils cherchaient nos concurrents, là. Ils ont cherché partout. Hein. Ils voulaient notre mort. On est dans une guerre. Et c'est ça, exploser
ça a explosé parallèlement avec la guerre en Ukraine. C'est tout à fait corrélé. Le président de la République lui-même en parle dans ses derniers vœux. Il parle de cybersécurité. Donc on est rentré dans une ère différente. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est préparer le J+1. C'est-à-dire que le jour où ça vous arrive, le lendemain, vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez vos sécurités, vos datas, vos sauvegardes, etc. Vous rechargez vos systèmes, vous savez qui fait, comment, etc. Je crois que c'est important cette procédure. Et si vous n'y arrivez pas parce que vos sauvegardes elles-mêmes sont vérolées, vous savez, le niveau de dépenses, imaginez des banques françaises. Une banque qui n'a plus de système d'information pendant une journée, elle fait faillite. Et elle fait faillite, c'est tout le système économique qui tombe. Hein, parce que les banques dépendent les unes des autres, on l'a vu encore récemment. Donc le niveau de sécurité qu'ils ont est absolument dingue. C'est des centaines de millions qu'elles dépensent. Donc entre la petite sauvegarde à 500 €, le cloud, machin, jusqu'à ces systèmes-là, il y a tout le panel. Vous ne pourrez jamais vous offrir les plus sophistiqués avec des war rooms hein, dans la tour de la Défense où la banque, elle se déplace et elle pilote la banque et son bilan depuis une salle dédiée pour elle et qui attend la cyberattaque. Il n'y a personne dans ces grandes salles, il y a des écrans partout, mais le jour où ils sont attaqués, ils savent qu'ils peuvent venir là. Donc c'est pour vous dire le niveau de technicité, de complexité. Hein. J'ai visité ces étages à la Défense, c'est tout à fait impressionnant. Donc on prévoit le J+1. Et on se dit aussi, et ça c'est une expérience que j'ai vécue, comment je fais sans mon système? Comment je fais? Moi je veux dire, dans mon entreprise, dans l'usine, heureusement qu'on avait des anciens. Ils savaient encore plier les tôles sans le programme informatique. Découper au laser et reprogrammer sans le système informatique. Et bien ces gens-là, ils ont été précieux. C'est plein d'enseignements sur comment le système d'information ne doit jamais remplacer le savoir-faire. Dans les métiers manuels, c'est très clair et très simple à comprendre, hein, mais également dans les métiers plus intellectuels, je crois qu'il faut savoir repartir avec une feuille, un papier et un crayon. Je crois qu'il faut savoir le faire. D'abord, c'est bon pour notre esprit, hein, parce qu'on finit peut-être par taper des trucs, on ne sait plus ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est presque philosophique ce que je vous dis là. Mais je crois que c'est important de faire ce genre de test, finalement, et que vous, responsables hein, de votre service, d'une entreprise, vous ayez ça en tête, en disant, mais notre vrai savoir-faire, il est où aujourd'hui? Il est où? Est-ce qu'on l'a déporté sur un système d'information qui est lui-même en risque, hein, dans toutes ces maelstroms, hein, qui est en train d'exploser, toute la bulle, vraiment, Internet est en train de se transformer en profondeur à cause de ça. Moi, je le crois. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'ai vécu, donc je me permets de vous le dire. Donc voilà, deux choses, hein, J+1, et finalement, qu'est-ce qu'on sait faire dans l'entreprise sans le système d'information? Ça remet en question le zéro papier aussi. Non, il faut aller sur le zéro papier, mais il faut bien vous protéger, bien accompagner. Mais oui, si vous ne faites pas ce qu'il faut et que vous partez sur le zéro papier, alors là vous prenez des risques énormes. Merci Philippe. Moi c'est juste, en tant qu'expert comptable, je confirme, je corrobore tout ce qui a été dit depuis ce matin, les attaques qui ont été évoquées par Philippe, nous on les voit, alors pour nous aussi, notre cabinet, hein, les fraudes au président, on les a eu au moins 4 fois, généralement quand les associés partaient en vacances, ils demandaient le jour des vacances, ils demandaient un virement urgent. On a eu pour nos clients aussi le faux mail du fournisseur, donc ils avaient été hackés, les pirates avaient été hackés, le système informatique de fournisseur, ils avaient envoyé un mail avec en pièce jointe le grand livre comptable, merci de me faire un virement de 89 372 € avec le RIB joint. Ça on le voit. Nous aussi on a été attaqués il y a 3 mois, on a eu une attaque de ransomware. Ils ont essayé de pirater notre système informatique, donc on fait à peu près 6000 payes, on a 3000 dossiers, 400 collaborateurs. Donc on a eu très chaud, heureusement on a eu un bon système, un bon service IT qui a permis de clairoser, on va dire, l'attaque. C'était assez chaud. Donc voilà, faites attention. Sur la gestion des RIB, comme tu l'as dit, les bonnes pratiques, ça voyez aussi avec vos experts comptables. Normalement on est à même de vous répondre sur les bonnes pratiques, sur la gestion des RIB, comment on l'intègre, comment on valide.
Voilà. Mais tout ce qui a été dit, voilà, c'est la réalité du moment. Les fraudes, on les voit, c'est pas que dans les livres ou quelques exemples, on les voit vraiment tout le temps aujourd'hui. Et l'un des conseils que l'on donne systématiquement aujourd'hui à nos clients, c'est d'investir dans la sauvegarde, d'investir dans l'IT pour sécuriser nos systèmes d'information. Voilà. D'autres questions? Bon, on vous a calmé, on vous a fatigué. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention.